Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. À l'instar des pays du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation à Ouéa. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré hier les dirigeants égyptiens et saoudiens pour discuter de la bande de Gaza et plaider pour que la guerre ne s'étende pas. Ce matin, sous le soleil éclatant du barrage de l'Amitié à Ouéa, dans la région d'Arta, Djibouti s'est uni au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. Une journée d'importance capitale placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, portant un thème qui résonne comme un appel à l'âme africaine. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissant personne de côté. La cérémonie a réuni des personnalités de haut rang, renforçant l'engagement indéfectible de Djibouti envers la sécurité alimentaire et la préservation de ses précieuses ressources en eau. Parmi les convives d'exception figurait le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun, le représentant de la FAO à Djibouti, la représentante de la FAO à Djibouti, l'ambassadeur du Japon, ainsi qu'une pléiade de personnalités civiles et militaires de renom. Le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabalé, le président du conseil régional, Elmi Bouh, ont également honoré de leur présence cette journée exceptionnelle. Cet événement, organisé en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage et des Ressources halieutiques, en collaboration avec la FAO, a marqué les esprits par son atmosphère vibrante et constructive. Au cœur de cette célébration, une symbolique profonde, la plantation d'arbres sur le site du barrage de l'Amitié, une démarche en faveur de la durabilité. Dans un pays confronté à des défis environnementaux singuliers où l'eau potable se fait rare, le gouvernement consacre une attention soutenue à la disponibilité et à la qualité de l'eau pour ses citoyens. Pour ses concitoyens, grâce à des projets innovants dans la mobilisation des eaux de surface. La célébration de cette journée nous rappelle avec une clarté limpide que l'eau est véritablement la vie et que le moment est venu de se rassembler pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans cette quête vitale de sécurité alimentaire. Cette journée résonne comme un appel à l'action, une invitation à reconnaître notre responsabilité commune envers la planète et ses habitants. Dans un monde où chaque goutte d'eau et chaque grain de nourriture sont plus précieux que jamais. On écoute la représentante de la FAO à Djibouti. Je suis heureux d'être avec vous ici aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation à Djibouti. Et comme vous savez, cette année, le thème de cette journée est l'eau. L'eau est vraiment l'élément vital sur notre planète. Et il faut qu'on comprenne que ce n'est plus une source inépuisable. Nous devons donc être très économes avec l'eau. Et comme vous voyez, nous appliquons les techniques modernes comme l'irrigation goutte à goutte. C'est vraiment une technique qu'on commence à installer maintenant au Djibouti. La FAO, ensemble avec le ministère de l'Agriculture, a mis en place une vingtaine de hectares maintenant de démonstration avec des irrigations goutte à goutte pour la production des légumes, mais aussi des fourrages. Donc je voudrais vraiment remercier le ministère de l'Agriculture de notre bonne collaboration et on est vraiment contente d'être avec vous ici aujourd'hui. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awaleh. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, nous avons choisi de procéder à des plantations d'arbres. Mais il s'agit au niveau de barrage de Lingobalei. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau au barrage de Lingobalei et nous allons faire une irrigation goutte à goutte, ces arbres. Et goutte à goutte, ça veut dire de l'eau en permanence. Nous avons choisi, mais cette campagne de plantation d'arbres, présidée par le Premier ministre, ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Ça va couvrir toute la région du pays, les 5 régions du pays. Écoutons à présent le mot du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed lors de cette cérémonie marquant la journée mondiale de l'alimentation. On a lancé déjà une campagne de plantation d'arbres, disons surtout le territoire
Nous pensons planter plus d'1 million d'arbres dans ce pays. Et à ce sujet, aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre, journée de l'alimentation. Je tenais à participer donc au barrage de l'Amitié et comme il y a de l'eau dans ce barrage-là, nous avons profité pour qu'effectivement ici aussi on doit planter des arbres partout, pas non uniquement ici, mais partout dans la République de Djibouti. Il y a dans les 5 régions, y compris Djibouti-Ville, des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour faire ces plantations. Et nous comptons effectivement rendre un peu le pays un peu verdoyant. La nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Madame Amy Pope, a été reçue aujourd'hui en visite officielle à la primature, marquant sa première visite dans la région. Le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, a accueilli chaleureusement Madame Amy Pope. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur une variété de sujets d'importance mutuelle, y compris les défis liés à la migration, la coopération internationale en matière de migration et les projets à venir pour aborder ces questions. Les discussions ont porté sur les enjeux de la migration dans la région, y compris les mouvements des réfugiés et de personnes déplacées, ainsi que les projets de l'OIM en cours et à venir pour répondre à ces défis. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement envers la coopération internationale et ont souligné l'importance de travailler ensemble pour trouver des solutions constructives. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, joue un rôle essentiel dans la gestion des défis mondiaux de la migration et la visite de Amy Pope à Djibouti souligne l'engagement continu de Djibouti envers la coopération internationale en matière de migration. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens entre Djibouti et l'OIM et de discuter des projets futurs visant à promouvoir la stabilité, le développement et la sécurité dans la région. La directrice de l'OIM, Mme Amy Pope, a tenu un atelier de concertation avec les bailleurs de fonds dans l'après-midi d'hier à Djibouti Palace Kepensky. L'immigration humaine est un déplacement de lieu de vie d'individus. Les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants internationaux pour les années 2000, pour les personnes ayant quitté leur pays pour vivre et se fixer dans un autre pays pour au moins 1 an. L'atelier de concertation a été coprésidé par la directrice de l'OIM et le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et a vu la présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, le ministre de la Santé, le ministre de l'Emploi et le représentant du système des Nations Unies, ainsi que la quasi-totalité des bailleurs de fonds, notamment des agences onusiennes. Les ambassadeurs et représentations diplomatiques ont été déjà donc participés à cette cérémonie. Ce nombre augmente de 2% par an. Il mesure un stock et comprend la migration volontaire et la migration forcée. Les migrations internes au pays sont également en augmentation, mais on parle alors plutôt de déplacement de population. Votre présence en tant que partenaire revêt une importance cruciale pour discuter des défis auxquels la République de Djibouti est confrontée en matière de migration et des opportunités de la mobilité humaine. La République de Djibouti est un important point de transit pour la migration irrégulière vers le pays du Golfe, attirant des flux continus de migrants en provenance des pays voisins et de la région. Beaucoup d'entre eux font face quotidiennement à de nombreux risques de protection. Les traversées sont souvent périlleuses et entraînant malheureusement des événements tragiques. Ces données mettent en évidence la variété des profils des personnes concernées par ces mouvements et la nécessité d'adapter nos réponses en conséquence. En parallèle, selon le bulletin d'information sur l'accès des populations aux soins des services de santé émis par le ministère de Santé, juste au cours de la période entre janvier et juin 2023, le ministère de la Santé, un partenaire fondamental pour l'OIM, a fourni des soins et des services de santé à presque 30 000 migrants. Au cours des dernières années, le gouvernement djiboutien a entrepris des mesures importantes pour la gestion des migrations, notamment avec l'élaboration en 2021 de sa première stratégie nationale des migrations, suivie du lancement en 2022 d'un plan d'action quinquennal en décembre de la même année.
Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Intérieur lors de cet atelier. Djibouti, un pays caractérisé par son ouverture vers la péninsule arabique, donc un point de transit et de destination pour de nombreuses personnes qui cherchent à se rendre dans les pays du Golfe en traversant le Bab el-Mandeb. Madame la directrice, votre venue ici, dans la Corne de l'Afrique, témoigne aujourd'hui de votre solidarité auprès de nos États face à la complexité de la migration dans notre région. Vous l'aurez constaté, tout d'abord, comme l'a si bien dit mon collègue des Affaires étrangères, il est nécessaire qu'une coopération et une synergie s'établissent entre les pays dont sont originaires donc, les personnes déplacées ainsi que les pays de destination. Vous le savez tous que Djibouti est non seulement un pays de transit, un pays de destination, mais également aujourd'hui un pays de retour. Les traversées maritimes et les voyages à travers le long du corridor sont particulièrement dangereux, avec les conséquences des naufrages et des détresses quand ce ne n'est pas des suicides et voire des pertes de vie massives. Les migrants en Afrique de l'Est, et plus particulièrement dans la Corne de l'Afrique, notamment ceux originaires des pays limitrophes, représentent l'écrasante majorité de la population flottante qui constitue aujourd'hui un fardeau incombant à la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, parfois ces populations flottantes deviennent des demandeurs d'asile pour fuir la précarité. Mais en même temps, dans le sens inverse, l'insuffisance des moyens d'assistance les pousse une partie de cette population donc réfugiée à suivre la voie de l'immigration ou de se convertir en population donc, flottante et qui donc peuple les rues de la capitale. La République de Djibouti a traduit dans les faits les engagements du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de la... Voici à présent le mot du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, lors de cet atelier de concertation. Nous sommes très heureux de la voir avec nous aujourd'hui. Elle a fait le déplacement de la Corne de l'Afrique après son élection, sa brillante élection, à la tête donc de la direction générale de l'OIM. Et sa première visite à l'extérieur a été vers la Corne de l'Afrique, d'où l'importance qu'elle accorde à cette région. Et à bien des égards, parce que c'est une région d'abord tourmentée, difficile, qui draine beaucoup de réfugiés, migrants, et aussi bien vers les pays de la région, puisqu'on ne le signale jamais assez. L'essentiel de la migration est d'abord vers les pays de la région, et ensuite vers la péninsule arabique, et enfin vers l'Europe quand cela est possible. Dans l'actualité également, dans le cadre de la Journée internationale des femmes rurales célébrée chaque année à pareille époque, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont conjointement lancé donc dans la journée d'hier au Bawadi Mall une semaine commerciale dédiée à l'artisanat des coopératives des femmes du milieu rural de notre pays. Une exposition vente de divers produits artisanaux et agroalimentaires est l'occasion pour nos artisanes de l'arrière-pays de profiter de la clientèle de cet hypermarché pour écouler les produits de leur savoir-faire. Célébrée hier, donc le 15 octobre de chaque année, la Journée internationale des femmes rurales est l'occasion de promouvoir les activités des femmes du milieu rural et de prendre notamment des mesures pour que la contribution à la production agricole et non agricole soit reconnue. C'est du moins le sens de la semaine commerciale de l'artisanat qui a débuté hier donc à Bawadi Mall, organisée par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La cérémonie de lancement de cette semaine commerciale des produits artisanaux et agroalimentaires des différentes coopératives féminines des 5 régions de l'intérieur a réuni sur un site à l'entrée du géant, de l'hypermarché géant,
la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, le représentant adjoint du bureau local du PNUD, Olivier Gaël, de nombreuses femmes parlementaires, dont la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Al-Mijibril, l'honorable Oumma Mohamed Hamid, les responsables d'organisations onusiennes, des hauts cadres de l'UNFD et du ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que plusieurs autres personnalités anonymes, en majorité des femmes. Toute cette petite foule a visité les différents stands que les artisans des coopératives de Tadjoura et d'Obok, d'Arta, de Dikil, de Lissébia ont richement décoré des produits artisanaux et agroalimentaires issus de leur savoir-faire. Écoutons la ministre de la Femme et de la Famille. Aujourd'hui, nous sommes présents au Mall Bawadi Mall de Djibouti pour ouvrir une foire des femmes artisanes des régions de l'intérieur, mais également de la capitale. Cette foire est organisée habituellement tous les années au mois d'octobre, qui correspond à la célébration de la femme rurale. L'objectif de cette foire, c'est donc la première foire a été lancée par la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Et depuis, on s'efforce d'être au rendez-vous chaque année pour que ces femmes puissent trouver l'occasion de venir vendre leurs produits dans la capitale, faire connaître la région, mais surtout montrer la culture et la capacité de nos femmes au niveau des régions. Les objectifs principaux, pourquoi on organise ce genre de foire, c'est d'abord pour que les produits artisanaux ne restent pas dans les régions de l'intérieur, et c'est des occasions comme ça dont les femmes profitent pour ramener les produits. Et le deuxième objectif, c'est surtout pour valoriser ou montrer beaucoup plus d'attention aux Djiboutiens pour acheter les produits locaux. On a ici des expositions de produits artisanaux, mais également on a aussi des productions de confitures et de fromages. C'est des productions locales qui ont été certifiées par les institutions nationales. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée au pays. Ces dames sont organisées en groupement de femmes ou en coopérative. Elles ont la capacité de pouvoir s'organiser, cotiser ensemble, mettre des caisses communautaires au niveau de la région et surtout venir proposer chaque année des produits nouveaux. Montrer que l'évolution qu'elles arrivent à mettre en place au niveau de leur région. Donc pour nous, c'est une fierté en tant que ministère de la Femme. C'est aussi une fierté pour l'Union nationale des femmes djiboutiennes avec qui on a organisé cette activité pour que la femme, quelle que soit sa zone de provenance, elle puisse avoir cette capacité d'autonomie. Et cette semaine commerciale se poursuivra jusqu'au jeudi 20 octobre prochain. Elle sera l'occasion pour les consommateurs d'acheter des nombreux produits artisanaux et agroalimentaires made in Djibouti. Bref, les femmes du milieu rural de notre pays n'ont rien laissé au hasard, et la diversité des produits qu'elles ont exposés pour cette occasion reflétait non seulement leur connaissance dans ce domaine, mais également la richesse de notre patrimoine artisanal. La ministre, vous l'avez entendu donc, a mis l'accent sur l'importance que revêt cette foire artisanale pour les femmes issues du milieu rural de notre pays dans la promotion des produits artisanaux, donc made in Djibouti. Dans l'actualité et également sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, le ministère de l'Éducation a organisé ce matin une cérémonie de lancement de la plateforme Insert Jeunes Djibouti pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. L'événement s'est déroulé au Sheraton Hotel en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères et correspondant national de l'OIF, Guélé Idriss Omar, de Mme Lena Diop-Watt, spécialiste de programme formation et insertion professionnelle des jeunes à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. De nombreux cadres et responsables du ministère de l'Éducation nationale ont également pris part à l'événement, dont notamment le secrétaire général, le directeur général de l'ETFP, Abdelkader Hamad, les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que des chefs d'entreprise, des chefs d'établissement scolaire, de l'enseignement technique et professionnel et formation professionnelle, donc de la capitale et des régions de l'intérieur ont pris part à la cérémonie. Les officiels et les participants ont suivi dans un premier temps une présentation de la plateforme Insert Jeunes Djibouti MENFOP 2023 et du bilan de la phase pilote Insert Jeunes Djibouti.
Djibouti a été le premier pays à avoir un effectif assez conséquent de 83 participants, 28 leaders et 55 praticiens, dont 56 ont été certifiés. Ainsi, Djibouti devient le premier pays à adopter officiellement l'outil InserJeune parmi les 16 pays qui ont expérimenté l'outil. La plateforme encourage l'établissement de partenariats entre les acteurs du monde de l'éducation et les employeurs afin de favoriser une meilleure adéquation, entre autres, entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Ensemble, il s'agit d'appuyer les jeunes dans leur parcours professionnel en identifiant des métiers qui correspondent à leurs intérêts, leurs compétences et leurs aspirations. InserJeune a également pour ambition de faciliter la rencontre entre les jeunes talents et les entreprises à la recherche de profils. Et bien, la cérémonie de lancement a été marquée par le témoignage d'un jeune diplômé de la promotion 2023 sur le réseau informatique et un chef d'établissement sur la plateforme InserJeune Djibouti. Le ministre saluait l'initiative ce matin de cette plateforme, du lancement de cette plateforme donc sur l'insertion professionnelle et la formation donc des jeunes. C'est une préoccupation de l'ensemble du gouvernement et du chef de l'État, bien sûr, à sa tête. D'ailleurs, avec le ministre, nous faisons partie de l'équipe ministérielle qui est en train de préparer un document important et des propositions sur l'insertion professionnelle des jeunes et sur l'insertion de jeunes à la recherche de l'emploi dans sa totalité et dans sa généralité. Je salue l'initiative de cette coopération entre le MENFOP et l'OIF. Elle démontre encore, je dirais, toutes les énergies qui sont actuellement mises à Djibouti pour contribuer à l'insertion des jeunes, que ce soit au niveau des ministères, mais également au niveau du secteur privé. Je voudrais également mentionner une chose importante, c'est la synergie avec laquelle les ministères, les différents ministères doivent travailler. En soi, à travers la présentation qui ont été faites ce matin, et je salue vraiment toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme, c'est d'abord une base de données. Une base de données qui peut être utile et utilisée pour le suivi. Cette base de données, je pense que nous devons également travailler en réseau avec tous les ministères qui sont concernés. Et une recommandation avec laquelle on a discuté bien sûr avec le ministre, c'est que cette plateforme soit également mise en commun avec le ministère de l'Emploi pour voir comment on peut partager non seulement l'insertion de jeunes, mais également le suivi de l'ensemble de jeunes à la recherche de l'emploi. Encore une fois, je félicite les formateurs, je félicite également les jeunes qui ont été formés et je vous souhaite donc une bonne continuation tout en étant confiant que cette plateforme va également servir à tous les jeunes. C'est vraiment une grande joie. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer les lancements de la plateforme InserJeune Djibouti MENFOP 2023, fruit de la collaboration entre mon département et l'Organisation internationale de la francophonie par le biais de son institut de la francophonie et de l'éducation et de la formation, l'IFF. Au nom du gouvernement, je tiens à exprimer donc toute ma gratitude envers l'OIF pour son soutien dans la réalisation de ces projets innovants qui visent à offrir de nouvelles perspectives et opportunités aux jeunes de notre pays, aux entreprises et aux sociétés de la place et aux centres, bien sûr, de formation et les lycées techniques. Mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients du rôle crucial que joue la formation professionnelle dans le développement de nos sociétés. Elle est le socle sur lequel nous bâtissons l'avenir de nos enfants, garantissant ainsi la pérennité de notre nation. Cependant, l'accès à la formation professionnelle de qualité est un défi auquel nous devons constamment faire face. C'est pourquoi la mise en place de la plateforme InserJeune Djibouti MENFOP revêt une importance capitale. Elle vise à combler les lacunes existantes en matière d'orientation scolaire et professionnelle, en offrant aux jeunes une multitude d'informations utiles et pertinentes dans un format interactif et intuitif. Grâce à cette plateforme, nos jeunes auront désormais accès à un éventail de ressources et d'outils qui les aideront à découvrir leur centre d'intérêt, à identifier leurs aptitudes et compétences, mais surtout à explorer les différentes options disponibles sur le marché du travail. Et ça a été déjà dit, ils seront en mesure donc de formuler des choix éclairés
et de planifier leur avenir en toute confiance. De plus, Inserjeune sera un lieu d'échange et de partage où les jeunes pourront interagir avec des professionnels et des spécialistes des différents domaines. Cette plateforme offrira aussi le réseautage, l'apprentissage collaboratif, l'échange d'expériences, créant ainsi un écosystème dynamique propice à l'épanouissement personnel et professionnel de nos jeunes. Permettez-moi de souligner que le lancement de cette plateforme n'est qu'une première étape. Notre engagement envers nos jeunes est durable et nous continuerons, Inch'Allah, à travailler sans relâche pour renforcer notre système éducatif et de formation, accroître nos structures de formation et offrir des formations de qualité à nos formateurs. En effet, en plus de l'outil Inserjeune, nous avons pu bénéficier d'un appui de l'IFF pour outiller nos formateurs aux étapes de l'ingénierie approche par les compétences afin qu'ils puissent bien sûr être autonomes dans l'élaboration de la révision des curricula en fonction des besoins de l'économie djiboutienne. Les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale auxquelles a préparé une délégation djiboutienne, dont le gouverneur de la Banque centrale, prennent fin ce jour. Eh bien, les réunions de cette année interviennent dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, de la persistance de l'inflation dans le temps, aggravant davantage la situation des pays à faible revenu. Le gouverneur a appelé à une plus grande vigilance du FMI pour anticiper et de détecter les crises qui menacent la stabilité financière des pays, d'apporter son concours avec davantage des moyens et de célérité pour être plus efficace. Eh bien, la réunion donc tenue par la directrice générale du FMI avec les pays membres du MENA et incluant le Pakistan a conclu en consacrant les prises de position du gouverneur de Djibouti, Ahmed Ousmane, exprimé en conclave du CMFI, donc à savoir la validation de propositions d'augmenter les quotes-parts des pays, d'œuvrer davantage à la stabilité financière des pays en renforçant la surveillance et en renforçant donc la surveillance et la prévention des risques pour les systèmes bancaires du pays, et à renforcer la coopération entre pays pour renforcer la résilience collective tout en réalisant l'accès à l'énergie adéquate à un coût raisonnable et accompagner davantage les pays à faible revenu pour la transmission énergétique et atténuer ainsi l'effet du changement du climat. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré dimanche les dirigeants égyptiens et saoudiens qui essayent de regagner de l'influence auprès de Washington pour discuter de la bande de Gaza et plaider pour que la guerre ne s'étende pas. M. Blinken a visité plusieurs pays du Moyen-Orient alors que les bombardements israéliens de représailles sont désormais incessants sur Gaza, que la guerre a déjà fait des milliers de morts des deux côtés, plus du côté des Palestiniens suite au bombardement de Sahel à Gaza et 1 million de déplacés. Donc Blinken a eu une rencontre productive avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman au Caire. Il a rencontré également le président Abdel Fattah al-Sisi dont le pays négocie traditionnellement les trêves à Gaza. Au Maroc, plusieurs monuments historiques de Marrakech touchés par le séisme du 8 septembre ont rouvert leurs portes aux visiteurs. Au lendemain du séisme d'Al-Hozz, le ministère marocain de la Culture avait procédé à la mise en place d'un programme d'urgence pour la restauration des monuments historiques touchés par le tremblement de terre. Les autorités marocaines ont accéléré la cadence pour permettre la réouverture rapide des monuments de la cité ocre aux touristes, surtout en cette période qui coïncide avec la tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Ces opérations de restauration visent à refaire de ces monuments historiques des lieux touristiques générateurs de revenus pour la population de Marrakech. Selon les autorités marocaines, 6 000 touristes marocains et étrangers ont visité ces sites depuis leur réouverture. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Je vous souhaite à tous un agréable après-midi.